Secte, alcool, drogue. Hugo Décrypte est parti enquêter sur le terrain. Après la Zumba, changement d'ambiance de la chronique du jour. On va essayer de se plonger quand même sur comprendre comment et pourquoi des sectes arrivent à embrigader autant de gens. Parce que ça peut paraître assez étonnant quand tu vois des sectes de l'extérieur et le fonctionnement et les effets que ça peut paraître étonnant et de se demander comment est-ce que ça fonctionne. Quelques éléments d'introduction pour quand même se situer et voir un peu de quoi on parle. Le 18 novembre 1978, 908 membres du Temple du Peuple, dont 304 enfants, boivent du poison et mettent fin à leur jour. Ils meurent tous à ce moment-là à Jonestown. C'est un village qui avait été créé entre tous les membres. Et donc, ils ont fait une sorte de suicide collectif. On a une photo à ce moment-là. Ça va être un peu lourd, comme je vous préviens tout de suite. On est sur... En vrai, j'ai fait en sorte d'avoir des exemples, parce qu'il faut avoir des exemples, mais aussi de plus d'avoir de l'analyse pour pas faire un truc trop lourd. Okay. 26 mars 97, 39 membres du Heaven's Gate se suicident, persuadés qu'ils vont rejoindre ainsi un vaisseau spatial supposément caché derrière une comète. Et dans ce vaisseau spatial, il y avait en fait Jésus apparemment, selon cette secte. Et donc, ils sont tous mis fin à leur jour dans l'objectif de rejoindre Jésus sur ce vaisseau spatial en 97. Et enfin, dernier exemple, en 1969, une série d'assassinats sont perpétrés par des jeunes membres d'une communauté appelée la Manson Family. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, vous l'avez sûrement vu et ça peut vous parler. Alors, ces actes, ils interrogent, mais ils ont tous du coup un point commun, c'est qu'ils ont été perpétrés par des membres et dans le cadre d'une secte. Mais donc, qu'est-ce qu'une secte ? Concrètement, comment est-ce que les gens se retrouvent embrigadés dans des sectes et comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir cet univers qui t'enferme dedans, quoi. Et qui entraîne ce genre d'actes. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, première question, qu'est-ce que c'est une secte ? Une petite définition assez basique. J'ai pris une petite définition tout simplement du dictionnaire, du Larousse par exemple, pour voir ce que c'est. Le Larousse dit que c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine. Et on a une autre définition qui dit un groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et des pratiques religieuses dominantes. L'histoire, déjà ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a une confusion potentielle et une discussion sur la différence entre une secte et une religion. Tu vois, quelle est la différence concrète entre les deux ? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de secte ? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de Là, il n'aborde pas le terme de l'argent, par exemple. Là, il ne l'aborde pas. Par contre, ils abordent des éléments qu'on va voir après en détail, type clos sur lui-même, c'est une dimension qui est propre à une secte, et en opposition à des idées, qui est ce côté de rejet d'un élément pour s'affirmer, c'est un truc qui est assez important. D'autant que c'est souvent le fait que ces valeurs s'opposent à la réalité qui font que les gens ont tendance à croire personne d'autre que les personnes. Exactement. Et c'est tout à fait un des processus qui est fait. Donc il y a des milliers de sectes actuellement dans le monde qui existent et c'est intéressant de voir que les estimations et les stats autour de ça sont très difficiles parce que déjà c'est une zone qui est souvent floue. Est-ce que c'est une secte ? Est-ce que c'est juste un groupe sectaire ? Pas tout à fait une secte mais quelque chose qui en approche. Est-ce que c'est... c'est très dur à définir. Beaucoup de gens aussi ne savent pas qu'ils font partie d'une secte jusqu'à ce qu'ils en sortent. Donc, c'est très délicat à analyser. C'est souvent très secret. Donc, c'est ce qui rend l'analyse du truc assez compliqué. La différence entre une religion et une secte, elle réside surtout dans la manière de fonctionner au quotidien des deux groupes. Une secte va souvent chercher à contrôler directement et de façon importante via les relations personnelles ou en demandant de l'argent. Donc, il y a ce côté de proximité très important d'une secte qu'on peut avoir sur la religion, mais qui est quand même en général moins présent dans le cas d'une religion. C'est un investissement vraiment exactement. à part entière. Autre différence qui est assez majeure et qui est propre à beaucoup de sectes, les sectes en général, quand tu es membre d'une secte, t'obéis à un leader qui est humain. Et ça s'oppose beaucoup quand même d'une certaine façon à une religion plus traditionnelle où en général en fait t'obéis, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais à un dieu. Là dans le cas d'une secte, souvent ce dieu, c'est un humain. C'est-à-dire que le dieu, tu vois, le gars est le fondateur de la secte. On va en reparler après. Des leaders souvent charismatiques vont dire en fait, c'est moi Dieu. Donc en fait, c'est à moi que vous devez obéir. Je suis l'incarnation de... Exactement. Il dit pas, je suis juste la bouche de Dieu sur terre. Non, mais c'est ça. Tu as ce truc de... Tu dois obéir à un leader humain et donc c'est une autre différence par rapport aux religions. Alors après évidemment encore une fois on peut dire qu'il y a des similitudes entre sectes et religions, c'est tout un débat. Certains disent même que une religion admise aujourd'hui à sa fondation, pas à sa fondation mais à sa formation au début était au départ considérée comme une secte à son époque. Au fur et à mesure c'est devenu une religion. Donc il y a plein de discussions là-dessus mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Alors concrètement, je vous ai donné quelques exemples et donc on va en reparler rapidement.
2-3 exemples pour comprendre après. Je vous ai parlé du Temple du Peuple aux États-Unis. Ouais. Eux, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une secte créée en 1955 par Jim Jones, un soi-disant révérend américain qui se présentait comme la réincarnation de Jésus-Christ, de Bouddha ou encore de Lénine. Ah oui. Un petit mélange. Trois en même temps. Alors, en gros, il avait une petite inspiration communiste et antiraciste dans son mouvement, et donc il revendiquait ça. Il disait que c'était vraiment un mouvement antiraciste, etc. Et il a créé carrément une communauté appelée Jonestown en Guyana, qui est un pays du coup en Amérique du Sud, où il a construit une sorte de ferme utopique, mais qui en réalité ressemblait plutôt à une prison. Je pense qu'on a une image, voilà, exactement à quoi ça ressemblait. C'est un premier élément qu'on voit là qui est important dans les sectes, c'est cette notion d'isolement. Ouais. Tu vois, créer une communauté, ça c'est un truc, mais c'est aussi cette communauté, elle va pas être pleinement intégrée à la société, elle va être isolée, et donc là c'est même physiquement isolé parce que les gens se retrouvent dans ce... effectivement très assez saisissant en termes d'image et assez choquant de voir à quoi ça ressemble. Et là en l'occurrence, les adeptes étaient en majorité des Noirs américains pauvres qui voulaient échapper au racisme et à la société américaine. Ça rejoint un autre truc qu'on va voir juste après. Les sectes jouent souvent sur des vraies crises et des vrais problèmes actuels et profitent de la souffrance des gens, on peut s'en douter, pour proposer une issue de secours, soi-disant quoi. une solution. Ouais. Et donc là, c'est typiquement un exemple ici. Et donc, en voyant que les médias et les autorités se méfiaient de plus en plus de sa communauté, à ce moment-là, Jim Jones a établi un plan qui était tout simplement du coup un suicide collectif. C'est un peu glauque comme début de chronique, mais après on va sortir des exemples. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'évoquais. 18 novembre 1978, plus de 900 membres de la secte qui mettent fin à leur jour. Et donc, c'est des images assez impressionnantes qui ont d'ailleurs à l'époque, nous on n'était pas nés, mais à l'époque, logiquement, on avait fait le tour du monde et beaucoup fait parler. Et c'est aussi une période plus largement. Dans les années 70-80, tu avais beaucoup de sectes. Tu en as encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une vraie émergence de ces mouvements-là. Et du coup, voilà. Est-ce qu'il y en a qui... Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Il n'y avait pas Internet aussi pour sortir de la secte, parce qu'Internet aujourd'hui, avec l'ultra-communication, ça te sort un peu de cette fermeture d'esprit, quoi. Totalement. Est-ce qu'il y en a qui se sont ravisés? Ou est-ce qu'ils se sont tous suicidés? Et comment il a réussi à les convaincre? Il me semble que tu as eu des fuites, et puis au-delà de ça, en fait, c'est assez intéressant de voir que dans ce genre de situation, typiquement, ça amène à une situation ultime où tu as un suicide collectif qui est perpétré, où tu as souvent des gens qui réalisent, j'imagine, une sorte d'éclair de lucidité sur le moment, et se disent en fait non, je ne peux pas, et qui du coup décident de fuir, et sont souvent d'ailleurs des très bons témoins après pour aller expliquer, raconter et sensibiliser à ce genre de sujet. Donc je vais pas donner tous les exemples que j'avais préparés, mais juste peut-être 2 autres rapidement. Charles Manson, parce qu'il est assez connu, et ça vaut le coup quand même de parler de lui pour comprendre concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Dans les années 60, lui conçoit une prophétie selon laquelle les Noirs vont bientôt dominer les Blancs. Et donc, en gros, il y a toute une histoire de questions de domination où lui voulait que des crimes soient perpétrés à Hollywood pour ensuite pouvoir accuser les Noirs de ces éléments-là. Ok. Bon, déjà, on est sur un schéma de pensée qui est complètement hallucinant, mais c'était un peu son plan de ce point de vue-là, et donc ça a mené à des assassinats qu'on a connus, y compris de personnalités connues, d'où le film Once Upon a Time in Hollywood que vous pouvez voir et qui parle notamment de ça. Dernier exemple, mais juste parce que pour avoir un peu la diversité, tu as souvent des liens avec la religion. Là, je vais vous parler du Heaven's Gate en question. Pour la petite histoire, le Heaven's Gate, donc il y a eu et ce sera le dernier exemple glauque, après on est sur des trucs plus chill, il n'y a pas de souci. Heaven's Gate, c'est en 1997. 39 des membres, du coup, qui mettent fin à leur jour. C'est eux, Heaven's Gate, c'est le fameux histoire de Jésus dans un vaisseau qui est derrière une comète. Ouais. Donc voilà. Et pour votre info, toutes les personnes qui ont mis fin à leur jour à ce moment-là portaient la même paire de chaussures, la même paire de Nike, des Nike noirs qu'on montre, qu'on a ici. Et donc, ces chaussures-là sont maintenant tristement connues. Enfin, c'est ce modèle très précis et tristement connu pour ça. Et donc voilà, ça a mené à même une polémique récemment, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, un basketteur a voulu sortir une édition de chaussures qui voulait sortir une édition de chaussures. C'est un peu similaire. Il a fait un truc assez similaire, mais lui, il a dit clairement c'était en hommage à ces gens-là qui ont mis fin à leur jour et tout. Sauf que Nike a capté un peu tardivement. Ils ont mis fin à la collection quand ils ont capté le truc. Ah oui. Et ça a tout de calmer. Ah ouais, l'hommage. Ouais, l'hommage un peu bizarre, c'est bon. Tu t'évites un peu ce genre de choses. Petite chose blanche. Voilà. Ouais. Je vais éviter de faire tous les autres exemples, sinon on va passer du temps à faire juste des. C'est ça qui est fou, mais j'ai l'impression que les années 70, 80, entre guillemets, je sais pas quel phénomène c'est dû, mais il y a eu un nombre de gourous qui sont sortis, comme tu dis ça, il y a le côté
l'époque il n'y avait pas Internet, sortie de guerre ou je sais pas quoi. La période aussi c'est la période où il y a les hippies qui sont très présents. Et en fait, au-delà les hippies, ça n'a rien à voir, mais c'est une période où plus généralement les gens sont en quête d'autre chose. Là, c'est en mode contre la guerre, contre la société actuelle. Ils cherchent un idéal, ils cherchent des valeurs, ils cherchent quelque chose. Et donc certains vont se tourner vers des mouvements très clean et sans problème. D'autres vont se tourner vers des mouvements plus dangereux. D'où les sectes qui étaient très présentes à ce moment-là. Tu vois. Donc c'est vraiment la période qui est propre à ça. On arrête avec les exemples un peu glauques. On essaie maintenant d'aller un dernier. non, mais après mais vous en avez plein en ligne. En l'occurrence, ça manque pas. Donc je ne vais pas non plus faire une liste de tous les trucs glauques. Alors pourquoi est-ce que les gens sont attirés par les sectes ? Déjà, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on vient de le dire, il y a souvent une quête d'idéal. Donc on peut avoir des périodes de type les années 70 où tu as cette quête d'idéal, de nouveauté qui mène à tout ça. Mais tu as aussi des périodes de crise importantes qui mènent à une sorte de résurgence des sectes. On prend l'exemple typiquement actuel aujourd'hui. On a un vrai problème tu as beaucoup d'études qui sortent là-dessus en ce moment sur la solitude des gens, y compris en France. Tu as de plus en plus de jeunes qui sont en solitude, de façon plus ou moins importante, mais c'est un problème qui est là. Et logiquement, quand tu as des gens en solitude, c'est un moment très propice pour aller créer... se faire embrigader, quoi. Exactement, parce que c'est des gens qui sont en recherche de communauté, en recherche de soutien, et donc ils vont chercher au sein de ces sectes une possibilité d'avoir une communauté avec eux. Il y a du coup, on l'a dit, des gens qui sont en quête de sens dans leur vie, et donc ce qu'on voit, c'est que souvent des gens qui sont fragiles, évidemment, ça on le sait bien, mais qui se retrouvent embrigadés et qui sont très clairement ciblés par ces gens-là. Et ça peut se faire dans le cas, souvent on va avoir des personnes membres de sectes qui vont aller chercher et ramener d'autres personnes. Ça peut être à la sortie donc ça peut être sur les réseaux sociaux, sur des lieux très précis où c'est, je sais pas, c'est des forums ou des machins. Oui. J'allais te demander parce que ça disait qu'Internet, l'ultra-communication pouvait lutter contre les sectes, mais en fait, non, c'est un médium aussi. Je pense que c'est à double tranchant, tu vois. Je pense que il y a un côté information qui est possible, que t'es peut-être pas à l'époque, et t'as à l'inverse, évidemment, un côté, si t'es dans le mal et que t'es au sein de communautés, ou je sais pas, une communauté, un forum, disons, qui serait pour les gens qui ont des problèmes psychologiques ou autres et qui s'entraident entre eux, c'est aussi un lieu où tu as aussi... j'ai un exemple oui, celui que tu prends pour aide, il t'enfonce, quoi. C'est ça. J'ai un exemple de sorte de secte où c'était genre 5-6 personnes dans un appartement. C'est la maison Final Fantasy, je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Non. Il y a un mec qui s'appelle Conquerax qui a fait une vidéo dessus. C'est en gros des personnes qui avaient le sentiment d'être des réincarnations des personnages de Final Fantasy VII. Ouais. Et à la base, ils s'étaient rencontrés sur un forum de jeux vidéo ultra fan de Final Fantasy. Et des bails de fous furieux où en fait ils tissent des liens d'amitié, mais au final c'est des amitiés bizarres où il y a une personne qui a quand même l'ascendant psychologique sur l'autre et finalement on finit par prendre contrôle de la vie de l'autre, la faire venir dans l'appartement et une dinguerie genre. Ça a fini comment ? Il y a des histoires folles et la fille finalement elle a été poursuivie et tout. Il y a eu je sais pas tous les détails, mais c'est une histoire assez longue et compliquée, mais ouais, ça part d'une histoire d'amitié à la base un petit peu bizarre où les personnes sont en quête de solitude et d'une passion commune. Et au final, cette passion commune un petit peu exacerbée, c'est Final Fantasy. Et il y a ce lien il y a cette hiérarchie qui fait que à la fin, il y a des gens qui ont leur vie contrôlée par une personne. Ouais, en l'occurrence, c'était une femme. Et faut un bail de fou, vraiment, faut aller voir, c'est intéressant. Ouais, je pense que t'as tellement d'histoires et d'ailleurs de modèles différents de sectes qui montrent un peu la... Mais en même temps, c'est ce qu'on va voir tout de suite, t'as des éléments en commun qu'on trouve dans quasiment toutes les sectes. Juste un dernier point sur comment est-ce que les gens se retrouvent à rejoindre une secte. Donc on a vu les motivations potentielles. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les années 70, avant Internet et tout, les personnes rejoignaient des sectes surtout par cooptation, parce que c'était des proches de la famille notamment qui les invitaient à le rejoindre. Et en fait, t'as un truc où c'est tapé dans un truc de la confiance, confiance pour ton frère, confiance pour un de tes meilleurs potes, machin, qui va te dire de rejoindre. Et donc, tu as cet embrigadement qui se fait beaucoup encore aujourd'hui dans les sectes à travers des liens familiaux où tu peux avoir des familles, littéralement, où le père est membre d'une secte et du coup, toute la famille l'est. Et ça peut mener à des vrais conflits familiaux et à un embrigadement c'est comme un virus dans un réseau informatique. Une fois qu'il est rentré dans le truc, tout le monde se fait avoir. C'est dur de se braquer contre sa famille. Exactement. Et tu as des enfants qui naissent dans une secte et se retrouvent, mais y compris sur des sectes très connues. On a des exemples assez parlants d'enfants qui sont nés dans la secte. Ils ont connu rien d'autre, donc ils n'ont pas de modèle. T'as l'impression que c'est la norme, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est là, du coup, où il y a quand même des points communs entre les sectes. Comment est-ce que ça s'organise, une secte aujourd'hui ? Rapidement, pour accélérer un peu là-dessus, mais 2-3 éléments importants. Premier élément qu'on a un peu évoqué ici et là, c'est un leader charismatique. C'est un truc qui est présent dans tous les cas. C'est une personne très autoritaire qui veut qu'on le traite
le plus souvent comme une réincarnation de Dieu. Et c'est assez intéressant de noter que la plupart des leaders de ces sectes, qu'on appelle aussi souvent des gourous, après il y a plusieurs termes, ils cochent souvent la plupart des cases de ce que l'on appelle un trouble de la personnalité narcissique. Et donc assez souvent, c'est des... Oui, c'est un... alors je sais pas si on peut parler de maladie, je suis pas médecin, je connais pas exactement le truc, mais c'est souvent des gens qui ont des traits communs de troubles mentaux et qui les amènent à faire ces actes complètement horribles et à créer ce genre de mouvement. Bref, un leader charismatique, c'est toujours très présent. J'accélère. Deuxième truc, l'endoctrinement, évidemment. Donc, il s'adresse à des gens qui sont dans une transition. Tu as un système de bouche à oreille qui est très important. Et le plus important là-dessus, c'est cet effet de pression de groupe. Pression de groupe quand tu rentres, parce que c'est ton entourage qui va te dire c'est dur de dire non, donc tu rentres dedans. Et pression de groupe à la sortie, qui est très important. Je m'explique, tu es membre d'un truc. Tu vas être encerclé de gens qui pensent comme toi. Et si tu sors de ce truc-là, si tu t'opposes un peu au leader, par exemple, logiquement, tu vas te retrouver isolé. Ouais. Et donc, tu retrouves cette solitude que tu avais fui en rejoignant la secte, en théorie. Et deuxième chose, pression de groupe, qui veut dire que tu ne vas pas forcément oser sortir de la secte demain. Et remettre parce en question. Tu vas te dire, putain, je dois refaire ma vie en dehors de la secte maintenant. Ouais. Et au-delà de ça, tu as des croyances. Il y a la honte, il y a plein de trucs. Il y a la honte, il y a le truc, putain, mais ces gens-là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Les gens de la secte vont penser de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand je vais ressortir du truc dans l'argent que tu n'as peut-être plus parce qu'on t'a dépouillé. Perdu. La honte que tu peux avoir autour de ça. Et aussi cette crainte de se dire... aussi cette crainte en termes de croyance. Si tu étais à fond dans cette secte et que tu te dis, mais attends, ça se trouve, je vais vraiment sortir et un truc va s'abattre sur moi parce que j'aurais fait du mal par rapport à la secte. Quoi. Il y a un côté pas de retour possible. Quoi. Exactement. Et donc voilà, c'est un peu les derniers éléments. Et dernier élément très important, et je terminerai quasiment là-dessus, l'exploitation, évidemment. La secte, on le voit là, ça sert un leader charismatique, mais ça a aussi une exploitation qui peut prendre plusieurs formes. D'argent, ça peut être il y a des cas très importants et terribles de viol, d'agression et autres qui sont très fréquents, et c'est tout ce système souvent pyramidal d'ailleurs se fait dans ces objectifs-là qui sont des crimes et qui sont mais pas toujours en fait. Justement, le leader souvent il est conscient et c'est de la malveillance, mais parfois le mec a vraiment une maladie, il croit en son délire et il y croit, justement c'est là où c'est le pire, c'est qu'il y croit tellement que c'est contagieux en fait. Pour lui c'est Jésus et vraiment il est persuadé. Il est persuadé, et du coup il arrive aussi à persuader les autres. C'est un peu ce truc ou alors il s'auto-persuade au bout d'un moment, et d'ailleurs j'avais lu pas mal de cas là-dessus, de gars qui au début ça part d'une blague et tu vois que ça adhère, et est-ce que le gars il croit lui-même, est-ce qu'il s'auto-persuade, je sais pas. Le fait que les gens y croient, il se dit mais attends en fait peut-être c'est vrai ce que je dis. Et du coup il rentre dans ce truc là quoi. Donc et pour la petite anecdote, moi on a commencé à tourner un reportage sur une secte. Alors je vais pas dire le nom parce qu'on espère encore continuer à faire un tournage dessus et prolonger notre enquête dessus. On va te cramer. On va te griller Hugo, ok. Mais du coup on a commencé à faire une enquête sur une secte qui est présente en Europe. Et on a eu un rendez-vous dans un des sièges de cette secte-là pour essayer de les convaincre de répondre à nos questions, parce qu'on avait déjà commencé, on avait des témoignages, des machins, des choses. Ah, donc pas couvert, vraiment en mode journaliste. À votre nom, genre vous êtes arrivé en mode... En fait, on a pris contact, on a dit, on prépare un truc sur vous. Ok, d'accord. On a eu des témoignages, des machins, on aimerait bien avoir une interview avec vous. Et eux nous disent, mais en fait, venez pas pour l'interview, mais venez juste pour discuter. Et voir après, on est OK pour faire l'interview. Si eux sont OK. Donc nous, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire le trajet, machin, on sait pas trop. On se dit, on y va. On arrive sur place et on arrive du coup en sachant que c'est une secte, dans le sens où on a travaillé le sujet. Enfin, on vient pour un peu connaissance de cause, quoi. Voilà, pour comprendre ça et comprendre comment une secte devient une secte dans le cadre d'un reportage avec un exemple type. Le gars nous accueille et il nous fait un lavage de cerveau. Enfin, ce qui est hallucinant, c'est qu'encore une fois, nous on savait que c'était une secte. On arrive sur place et on voit la puissance de certaines personnes en matière de manipulation et de lavage de cerveau, parce que je sais pas combien de temps on est resté dans cette salle. T'as hésité. J'ai pas. Non mais on est ressorti. T'as dit est-ce que je m'en fais. Non mais on est ressorti du truc, on était là, genre mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Et vraiment, on a des rushs, nous qui à la sortie du truc en train de, et on se dit mais c'est. Ouais, c'est facile de basculer. Ouais, il suffit que tu sois un tout petit peu fragile dans un truc compliqué ou quoi, direct tu fonces en te disant c'est là ma solution. Et c'est là la truc, surtout dans les périodes actuelles qui sont souvent dures, où des gens sont seuls, machin, où ils jouent sur des cordes que tout le monde exactement peut comprendre en fait. Et donc ça me permet juste juste pour terminer là-dessus, pour faire un petit point en sensibilisation au-delà de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, que je ne trouve plus. Si non, c'est pas là. Je vais trouver mes notes. En gros, il y a aujourd'hui, ça. Il y a quand même des sectes en France qui existent encore. Il y a donc selon le gouvernement, il y a 500 groupes sectaires et 500 000 adeptes de mouvements sectaires. C'est un peu large. Le problème, c'est que c'est dur de compter du fait du caractère secret souvent. On parle aussi de 60 000 à 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire. Donc, ce qu'on disait, des gens qui grandissent dans ces cadres-là. Et donc, c'est quand même 80 000 personnes, c'est quand même beaucoup.
Et pour ceux qui ont besoin d'une façon ou d'une autre, il y a un site dérive-sect.gouv.fr où il y a plein de ressources, d'informations, de prévention, de machin. Ça peut vous intéresser. Et pour terminer, dernier petit truc, il y a un documentaire de Vox, le média en ligne Vox, je sais pas si vous savez pas, qui sur Netflix a une série qui s'appelle Explained. Et ils ont dans un de leurs trucs, ils ont un truc sur les sectes où ils expliquent le fonctionnement. Et c'était très intéressant et je vous le conseille, ça vous intéresse. Moi j'aurais trop kiffé vraiment le truc de discuter avec la personne qui essaie de te convaincre alors que t'es en mode ultra sceptique, c'est particulier. Ça doit être tu m'étonnes que t'as prévu de sortir ça quand tu veux faire du coup là, en vrai on a tourné ça il y a quelques temps, c'est en pause là, on va voir si on peut le relancer. En fait c'est aussi c'est aussi délicat comme genre de sujet en termes de sujet parce qu'on là j'en parle là et donc j'ai préparé les infos machin et je fais attention à ce que je dis. Dans le cas d'un reportage, il faut aussi faire attention à pas mettre de la visibilité. Un groupe qui serait encore aujourd'hui qui est présent et qui pourrait tenter des gens et même en faisant un truc factuel je sais pas, donc faut faire attention à eux s'ils acceptent c'est parce qu'ils veulent potentiellement de la visibilité. C'est ça, donc c'est pour ça aussi qu'on est très vigilant et on prend le plus de précautions possible. Peut-être qu'on sortira jamais quoi, on aura juste des images pour nous de... Suffit que tu touches une ou deux personnes justement qui voient par toi et qui sont tentées, ça peut être j'ai un code promo Hugo d'écrit. Hugo au cœur de la sauce. Là il y a des petits messages justement qui sont passés tranquillement. Non mais merci beaucoup Hugo, parce que c'est vrai que c'est un sujet moi qui me fascine beaucoup et il y a pas mal de reportages l'ordre du soleil, le temple du soleil, je sais plus exactement comment ça s'appelle, sur Netflix aussi. Justement il y a des séries etc autour de ça et c'est clair que c'est captivant tellement c'est fou. Je crois qu'il y a La Vague aussi qui traite de ça. Me dit mon cher monsieur Clément. Merci beaucoup Hugo. Mais de rien. Cool comme d'hab.